Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce programme un peu particulier, un programme estival, spécial. On retrouve les temps forts de toute cette saison, cette première saison du Samedi Politique, presque 40 numéros, 40 invités, 40 thèmes de géopolitique, de politique. On a choisi les moments forts, à vous de les retrouver tout de suite. Je crois que tout le monde baigne gentiment dans tous les responsables politiques, y compris les responsables nationaux, je ne parle même pas de ceux de l'Union européenne, les responsabilités totales, baignent dans cette lâcheté. Surtout, il s'agit de complaire. Il s'agit de complaire à qui? En réalité, il s'agit de complaire à ce politiquement correct, à cette idée que ça revient à se dire sur le rousseauisme, que l'homme est bon, la société le pervertit. Et puis surtout, on a tellement envie d'être traité d'humaniste, d'humain, de défenseur des droits de l'homme. Regardez notre défenseur des droits de l'homme que nous avons connu comme ministre de la Justice et qui faisait son travail sous Jacques Chirac, c'était Jacques Toubon. Subitement, il prend l'habit de défenseur des droits de l'homme et on ne le reconnaît plus. Le voici prenant les positions les plus extrêmes en termes de protection des individus. Alors, mais c'est très bien de protéger les individus, mais peut-être qu'il faut éviter de protéger aussi les malfaisants, les terroristes, tous ceux qui nuisent à la vie en société. Cette vulgarité de l'expression, je pense, a éminemment joué dans ce déferlement. Dans la viralité. Oui, puis cette jubilation, cette jouissance a effectivement livré à la vindicte populaire des noms et les hommes, surtout parce que nous dit Balance ton porc, c'est la chasse à l'homme est ouverte, la chasse aux hommes est ouverte. C'est là qu'il faut se dire, mais arrêtons d'être les dupes de ce discours idéologique, de cette rhétorique, parce que effectivement, toute femme, et on l'espère pour elle, toute femme a fait l'objet effectivement d'un regard rempli de désir et on n'est pas pour autant offensé. Mais ce que voudrait là aussi tout ce néo-féminisme, c'est que nous interprétions comme une offense faite à notre personne, ce qui est en définitive un hommage à notre féminité. Bon, quand on arrive avec ses gros sabots et sa politique de com, eh bien très vite, ça diverge et ça aboutit à des catastrophes. Et là, on est entré dans la phase des catastrophes avec Hidalgo. Quand vous avez parlé de la Tour Eiffel, il aurait fallu montrer l'état du Champ de Mars, qui est quand même normalement un des plus beaux espaces verts de Paris, de grand prestige, qui est gangréné par toutes sortes de saletés, de détritus et prolifération de rats. Même chose pour le square des Batignolles ou le square autour de la Tour Saint-Jacques. On a vraiment une situation qui est absolument inédite dans Paris. La saleté, les rats, etc., ça donne une espèce de paysage de fin de règne, en tout cas de dégradation profonde, qui est liée à de la mauvaise gestion, à de la démagogie. Bon, les choix en fait d'aménagement sont faits en fonction d'objectifs de communication. Ils ne sont pas faits pour véritablement traiter les problèmes de circulation ou d'aménagement urbain, et donc ça dérape et ça donne des catastrophes. Je vais prendre juste 30 secondes pour vous donner une illustration de la façon dont la technique tourne mal. Il y a un bombé dans les boulevards et les avenues parisiens qui a été voulu par Haussmann pour l'écoulement des eaux. Quand vous voulez, par pure démagogie, mettre en place un système qui ne respecte pas ça avec un boudin, vous voyez, un séparateur pour les vélos ou pour les bus. Eh bien, en fait, l'écoulement des eaux ne se fait plus. Donc la crasse, et vous le verrez partout dans les avenues parisiennes, s'installe à la limite des séparateurs, ça finit par percer le bitume et en dessous, ça finit par percer même les pavés qui restent encore là et commencer à corroder la voûte des égouts. La France a une armée qui est au service du continent, d'une civilisation, et que ça doit sortir du calcul des 3% du PIB, et qu'il faut monter un budget militaire, et qu'il faut que nos jeunes femmes et hommes aient un service militaire, et un service militaire mondial, planétaire, qui soit en Afrique. Et c'est plutôt que de trouver un petit stage chez Macron, puis avoir sur son CV un petit stage dans une entreprise qui vend du canigou et du ronron, et faire de trucs de management. Il faut que les petits aient la chance de faire une année en Afrique, découvrir le monde. Quand on a 20 ans, il faut connaître la planète finalement, et tous les territoires français, être à Clipperton, être en Nouvelle-Calédonie, et c'est ça qu'il faut offrir aux jeunes. Et en commun avec les jeunes africains, il faut mixer tout ça, et encore une fois, on aura une puissance colossale francophone, une grande nation francophone d'1 milliard d'habitants. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président.
Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. C'est le ton, quoi. On n'est pas au niveau du chef d'État, on n'est pas dans une rencontre internationale, même quand on est à l'université. Moi, je parle en prof. Marshall fait le fameux discours sur le plan Marshall à l'université d'Harvard en juin 1947. Il fait pas ce numéro, quoi. Bon, à la Sorbonne, ça a été déjà un peu plus tenu. Et là, ce sont des étudiants qui ont été triés sur le volet, quoi, finalement. Voilà, ça se fait pas, quoi. Quelqu'un m'a dit que j'étais un petit candidat. C'est un journaliste qui m'avait dit « Vous êtes un petit candidat ». Je lui ai dit « Vous êtes un petit journaliste ?» Alors ça ne lui avait pas fait plaisir. On reviendra sur votre amour tout particulier. Mais ça ne fait pas plaisir. Et moi j'ai dit, en termes d'expérience professionnelle, en termes d'analyse et de comment dirais-je, de prévision réalisée par rapport à ce que j'ai annoncé, comment les événements évoluent, comment dirais-je, je me permets de signaler que depuis 10 ans, et grâce à Internet, on peut aller voir ce que j'ai pu dire depuis 10 ans, que toutes les prévisions que j'ai faites, ou quasiment toutes, se sont révélées exactes avec le temps. Eh bien, j'estime qu'avec tout ça, je ne suis pas un candidat, je pense, au contraire, j'étais au contraire quelqu'un qui était un grand candidat par l'expérience et également par le discernement et la capacité de prévoir ce qui allait arriver. Alors malheureusement, j'ai pu découvrir en effet comment l'électorat se laisse manipuler. Et c'est là qu'on va rire d'ailleurs, parce qu'un problème, je pense, une contradiction interne qui va commencer à surgir pour le macronisme, c'est qu'il va être obligé, pour faire le travail qu'il a à faire pour le compte, on va dire des très riches pour simplifier, enfin de l'ensemble d'intérêts dont les très riches sont en quelque sorte les figures de proue, il va être obligé de commencer à taper sur son propre socle électoral. Et ça va être intéressant. Un constat, il a été envoyé là où il a été envoyé, comme je vous disais, par les médias. Et les médias sont détenus par un certain nombre d'oligarques français. On a monsieur Drahi, monsieur Bouygues, Bolloré, Neil, etc. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, on constate de fait que c'est quelqu'un qui a été envoyé là par les riches, effectivement. C'est l'éternel problème quand on est un militant d'un parti. Est-ce qu'il vaut mieux être en dehors dans un groupuscule, ou est-ce qu'il vaut mieux être à l'intérieur, quitte par moment à être en désaccord, mais à essayer de peser? Moi, j'ai toujours choisi la deuxième hypothèse. Voilà, peut-être que je me suis trompé, mais en tout cas, je pense qu'il y a une place pour les grandes formations. Si on veut aller dans les groupuscules, on se fait plaisir, mais ça aboutit à rien. Sauf qu'il ne suffit pas, et c'est toujours le drame de la droite, c'est de tenir un discours à droite jusqu'au dimanche 20h, et après de passer à autre chose. J'avais pris une phrase qui en avait vexé certains, j'avais dit on avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Bah forcément, les gens. Mais vous avez eu Kouchner. Oui, on a eu Kouchner et puis on a eu tout un tas d'individus sympathiques. À un moment ou à un autre, les gens qui pensent à peu près la même chose devront se rassembler. Voilà. Aujourd'hui, quand je regarde le programme du Front National, j'ai l'impression que c'est le programme du RPR quand j'y ai adhéré. Et quand je regarde le programme des Républicains, j'ai l'impression que c'est le programme de l'UDF il y a quelques années. Alors heureusement, avec Laurent Wauquiez, les choses sont en train de changer. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui sépare le discours. Après, il y a une diabolisation. Voilà. Il y a une diabolisation où c'est sûr que si je vous disais maintenant il faut faire un accord avec le Front National, immédiatement, c'est un scandale, immédiatement, voilà. J'avais déjà poussé des cris il y a 2 ou 3 ans, quand une toute jeune fille de 14 ans avait été happée par une bande et avait servi d'objet sexuel pendant 10 jours ou 20 jours dans une cave dans le sud de la France, et que, bien entendu, les violeurs en question avaient eu de la part de la justice un traitement du style « malheureuse victime », effectivement, ils sont un peu joueurs, faut les comprendre. Et j'avais dit « mais où sont les féministes ? Où sont osés le féminisme ? Où sont les chiennes de garde ?» Comme, manifestement, les violeurs étaient issus de l'immigration, personne, ce groupe féministe et d'autres, sont pour lutter avec la plus grande énergie contre les violeurs blancs. Il y a même eu, au mois de novembre, un article, mais alors immonde dans Libération, qui disait « oui, mais ce qui compte, c'est que c'est toujours un homme qui viole, le reste, ça n'a pas une grande importance », comme si le fait de désigner le coupable n'avait pas d'importance.
Alors, il y a de l'argent qui part en Suisse, mais on n'a pas le droit de dire le nom de M. Cahuzac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien entendu, les coupables, ça existe. Et il faut donner le nom des coupables. Alors, dès que les coupables sont issus de la migration ou de quoi que ce soit, naturellement, les fameux groupes féministes, on ne les voit plus. Il n'y a pas un président de la République qui n'est pas arrivé, parce que c'est l'origine de tout, en disant les quartiers qui échappent à la République, nous allons les ramener, etc. L'ordre va régner, la discipline, etc. Vous avez vu ce qui se passe? Ça continue depuis 25 ans. Donc, ce sont des mots creux, et il y a un très joli proverbe chinois qui dit « le mot chien ne mord pas ». Voilà, ce sont des mots, et les mots ne mordent pas. Alors, naturellement, compte tenu de ce que sont ces quartiers et les individus qui y sévissent, ceux qui sont capables de lyncher des femmes à terre, naturellement, il leur faut un minimum de retour à l'ordre. Tant que la classe politique, dans son ensemble, ne prendra pas au sérieux la dimension criminelle de la politique de la ville, eh bien, on continuera à avoir des policiers qui grillent au cocktail Molotov, à avoir des jeunes femmes lynchées à terre et à avoir des politiciens qui font de l'air avec leur bouche. Je crois que la plupart des gens doivent comprendre que l'aspiration à la souveraineté est une aspiration qui est une aspiration légitime. Ce qui est amusant d'ailleurs, très amusant, c'est de voir des partis qui se mettent en avant sur les questions de souveraineté, qui parlent de souveraineté contre l'Europe, contre les États-Unis, contre ceci, la logique du décider chez soi de ce qui est bon pour soi, qui me paraît un excellent principe, mais je ne vois pas de raison de limiter ce principe à celui de l'État-nation. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je pense que si d'ailleurs l'État-nation républicain, ordo-républicain, avait été un peu plus respectueux de l'identité de ces populations autochtones, de ces populations natives, historiques, que ça soit par sa politique d'immigration, sa politique culturelle et sa politique d'une façon générale législative, enfin toutes ces dispositions légales d'une façon générale, je pense qu'on n'aurait pas ces problèmes-là aujourd'hui. Donc je crois parfaitement logique, au contraire, comme on l'a vu en Catalogne et ailleurs, je crois très logique que les populations, et ça me paraît être un signe de bonne santé plutôt, que les populations en Corse et ailleurs cherchent à recouvrer plus d'autonomie. Tous les gens des Républicains, on l'a vu avec Alain Juppé, pareil, et quand ils sont partis, ils donnent leur avis tous les matins sur le parti qu'ils viennent de quitter. Honnêtement, leur avis, à mon avis, n'a que peu d'importance, précisément parce qu'ils ont quitté le parti. Mais bon, là, il faut quand même saluer le jeu d'acteur exceptionnel de Xavier Bertrand. J'attendais le moment où il allait se mettre à pleurer, parce que c'était vraiment trop violent. Enfin, c'est une blague. Déjà, nous qui sommes extérieurs au monde politique, on devine la violence de ce monde-là, et notamment dans les mots. Xavier Bertrand, là, il fait encore de manière un peu plus risible sa vierge effarouchée que ne le font les journalistes, et il ressort cet argument. Alors on a Trump qui vient à la fin quand même, parce que c'est la nouvelle accusation pour quiconque parle un petit peu franchement. En fait, on l'accuse de faire du Trump, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, sur la forme, sur le fond, on ne sait pas, mais c'est la nouvelle accusation qui doit faire peur, qui doit faire trembler tout le monde. Et puis il y a cette phrase magnifique, quoi. Si vous ne savez pas que c'est Laurent Wauquiez, on dirait un membre de la famille Le Pen. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire, on le sait bien, ça fait à peu près 15 ans que tout le monde a compris que c'est un argument qui ne fonctionnait plus, en fait. C'est évident que Jeanne d'Arc est un symbole d'universalité. Mais pour que Jeanne d'Arc soit crédible, il ne faut pas qu'elle fasse 1m90 alors qu'on sait c'était un tout petit format. Il ne faut pas qu'elle ait les cheveux longs alors qu'on sait qu'elle avait les cheveux courts. Et il serait plus crédible qu'elle ressemble à une Lorraine plutôt qu'à une Chinoise ou à une Africaine. Donc ça n'a rien à voir avec le débat idéologique. C'est simplement le sens commun. Donc on voit bien là que l'idéologie du métissage provoque des ravages et une forme de bétification affligeante. On a quand même l'impression, moi l'impression qui m'a marqué... Imaginez que demain on fasse un film sur Mahomet et qu'on le représente incarné par un viking. Qu'est-ce que diraient les musulmans? Ils seraient choqués de bon droit. Pour l'assassinat de terroristes en dehors des territoires nationaux, la France en est bien passée, puisque Hollande, le président Hollande, à son époque, l'avait décidé lui aussi. C'est officiel, il l'a même dit dans un livre qu'il a fait avec un journaliste. Bon, et est-ce que les États-Unis ne font pas des assassinats à partir de drones sur des gens présumés coupable, présumé terroriste, mais il n'y a aucun tribunal ou jugement qui a dit ça. Donc les assassinats ciblés, et les Britanniques font la même chose. Enfin, tous les États font la même chose, de façon plus ou moins discrète. La Russie pose vraiment un problème aux États-Unis parce qu'ils n'arrivent pas à imposer leur vision
et leur volonté internationale. Partout sur l'échiquier international, les Russes sont plus forts que les Américains et mettent en exergue les échecs stratégiques successifs des États-Unis. Depuis l'Afghanistan, et l'Afghanistan revient sur le devant de la scène parce qu'en Afghanistan, qui va peut-être pouvoir régler la question, c'est l'Iran et la Russie, justement. C'est quand même fantastique dans l'affaire Fillon. Dans l'affaire Fillon, vous avez eu d'abord un rythme extraordinaire. Hein, vous avez Le Canard enchaîné qui publiait à 9h du matin. À 11h, l'enquête préliminaire du parquet est ouverte. À 14h, les perquisitions commencent. À 14h15, les auditions. Et naturellement, je caricature un peu. Hein, et naturellement, on retrouve tout ça directement au journal Le Monde. Mais enfin, attendez, il y a une plainte de déposée pour violation du secret de l'instruction. Ça ne pouvait être. L'origine ne pouvait en être que, les magistrats du pôle national financier, du parquet national financier, les policiers à qui on avait demandé de procéder à ces investigations-là et à ces auditions. Enfin, c'est pas très compliqué. Vous faites une saisie des ordinateurs, vous regardez qui a fait quoi, etc. Ce que, dans l'affaire Sarkozy, l'affaire Azibert, les deux magistrats qui instruisaient ne se sont pas gênés pour faire avec les ordinateurs des magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Là, il y a eu, concernant la plainte de François Fillon, rigoureusement aucun acte accompli pour une infraction qui est une infraction grave. Dès lors que ceux qui sont chargés de faire respecter la loi la violent, moi j'estime que c'est la pire des corruptions. Par exemple, lorsque les journalistes du Canard ont sorti Bienvenue place Beauvau, et qu'ils ont parlé du cabinet noir. Moi, je l'ai lu, le livre, Le cabinet noir, ils sont venus à la télévision pour dire « j'ai jamais parlé de cabinet noir ». Pardon, c'est quand même extraordinaire. Hein. Et quand ils ont écrit oui, ce sont toujours les mêmes qui ont les dossiers, ils sont désignés, ce sont des amis du pouvoir », c'était écrit noir sur blanc. Ils ont contesté que ça le soit. Donc, il y a une hypocrisie. Tout le monde le sait, mais on n'en parle pas parce que ça, quelque part, ça arrange tout le monde. Deuxième observation, c'est cette stupidité de phrase « je fais confiance à la justice ». La justice, si vous voulez, c'est fondamental. La justice, elle est... toute son organisation est fondée sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge. La collégialité, le double degré de juridiction, les règles de procédure, etc. Parce qu'on se méfie du juge. Donc, si vous voulez, c'est le débat contradictoire, c'est le respect des règles. C'est véritablement cette prise en compte des faiblesses humaines. Attendez, elle est rendue par des gens comme moi, la justice. C'est dire si vous avez intérêt à m'entourer. Il y a déjà eu d'ailleurs des accords entre la Belgique et le Maroc pour reprendre les délinquants marocains qui purgent leur peine au Maroc. Bah, croyez-moi, ils se tiennent davantage tranquilles parce qu'ils n'ont pas envie d'y retourner. Donc il faut arrêter avec la démission de l'État. Et puis il y a d'autres mesures fondamentales. La mesure absolument fondamentale de précaution qui n'est pas prise, c'est d'interdire le retour des djihadistes de Syrie. Hier, j'écoutais sur une radio du service public les lamentations de gauchistes, après le procès de Lunel. Sur une pauvre femme qui était menacée de la peine de mort en Irak parce qu'elle avait été combattre avec Daesh. Mais on croit rêver. Et Madame Belloubet, garde des Sceaux, qui ose s'inquiéter du sort de terroristes qui sont partis combattre, égorger nos soldats, égorger les Syriens, et le gouvernement se préoccupe davantage de ces gens-là plutôt que de nos concitoyens. Donc ça suffit. Donc il ne faut pas s'en préoccuper, il faut les laisser potentiellement condamnés. Ils ont fait leur choix. À une peine de mort. Et bien alors, ils ont fait leur choix. Et les enfants ? Ils ont été combattre, ils sont responsables de leurs enfants. On n'est pas responsable de leurs enfants. Ils restent en Syrie, ils restent en Irak. Est-ce qu'on veut, en 2022, un face-à-face entre Macron et Mélenchon ? C'est la seule question à se poser. Tout le reste, 10 500 000 électeurs au second tour de la présidentielle pour notre coalition. Des millions d'abstentionnistes qui n'ont pas été convaincus, il faut être honnête. Il faut être honnête. Et donc il faut en tirer les leçons. Ces millions de Français de droite ou patriotes sans être de droite, ni droite ni gauche, qu'importe. Ces millions de Français qui ne veulent pas, comme l'a très bien dit Jean-Frédéric, voir finie la France, mais qui ne sont pas pour autant anti-européens, qui veulent simplement une France libre, indépendante, qui travaille avec les autres. Eh bien, ces millions de Français, ils attendent de notre part une capacité à définir un programme. Et on le connaît, le programme. On le connaît, il est simplissime. Contrôler nos frontières, arrêter l'invasion migratoire dont je parlais, rétablir l'État, rétablir l'État, avoir une politique de produire en France et de libération des énergies des PME, une politique libérale pour les PME.
Mais en revanche, avoir une stratégie d'État pour les grandes technologies, pour ce que les petites entreprises ne peuvent pas faire. Donc un mélange de libéralisme et de protectionnisme, et de protectionnisme intelligent. Et puis défendre nos territoires. Et puis enfin défendre nos valeurs, la famille, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans famille, l'identité de notre pays. La France est enferrée dans une approche unilatérale idéologique, plus encore que les États-Unis et la Grande-Bretagne, sur le fait que Bachar al-Assad devait partir. Comme si c'était à la France de savoir si Bachar devait rester ou pas. Il me semble que c'est quand même le problème en priorité des Syriens, avant d'être le problème de M. Sarkozy, de M. Hollande ou de M. Macron. Il est clair que des buts de guerre, si vous voulez, qui s'empilent et qui sont pluriels et qui mélangent tout et n'importe quoi, ne peuvent qu'aboutir à un fiasco militaire. Et c'est ce qu'il faut redire à nos dirigeants en toute solennité, que la France, éternelle puissance moyenne, membre permanent du Conseil de sécurité, n'a rien à faire dans ce type de riposte militaire qui n'auront aucun objectif et conséquences sur l'évolution du conflit en Syrie, qui ne vont faire qu'aggraver la tension avec la Russie et accélérer une convergence internationale unilatérale contre l'Iran entre les États-Unis, les pays du Golfe et Israël. Et que dans tous les cas de figure, la France n'a rien à gagner pour ses intérêts à participer à des frappes militaires annoncées à coup d'émissions télévisées, de tweets et de communiqués. Trump est un personnage très étonnant qui, à mon avis, mériterait, si on avait des psys sous la main, d'en faire une analyse, parce que un ami psy me disait, mais c'est un pervers narcissique. C'est un type qui est capable de dire une chose et son contraire le lendemain, et narcissique au sens où quand on le contredit, il vous expulse. Donc effectivement, c'est son comportement depuis qu'il est au pouvoir. Il a dit, rappelez-vous, dans sa campagne électorale qu'il allait brider l'Arabie Saoudite et qu'il allait condamner les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Or, vous avez, quand il a fait le déplacement, il a dit exactement le contraire. Et il a viré tous les gens de son équipe qui, d'une manière ou d'une autre, disaient qu'ils étaient contre le déplacement. Vous savez, la repentance, il n'y a que les Français pour faire la repentance. Hein. Moi, j'ai encore jamais vu un Américain, un Russe ou un Chinois aller se repentir. Hein. Ni un Anglais, d'ailleurs. Hein. Il n'y a que nous pour faire ça. Il n'y a que nous. Alors évidemment, quand vous êtes repentant, bah, vous prenez les coups de tout le monde. Ça, c'est... On devrait contrôler les banques d'affaires françaises, enfin qui travaillent en France, pour regarder comment elles font. Parce que il est indiscutable que dans l'affaire Alstom, par exemple, les banques intéressées, la banque Lazare et la banque Rothschild en particulier, toutes les deux ont fait le forcing auprès du ministère des Finances, et là, personne n'en a parlé. Bercy est un État dans l'État. Il faut bien le savoir, parce que c'est le plus grand, le plus puissant des ministères, et que, étant un État dans l'État, si vous voulez, il ne dit pas ou il ne transfère pas toutes les informations dont il dispose. Mon ami Georges Besse, qui était président de Renault et qui a été tué, comme vous savez, par les gauchistes, disait, lui, ça aurait été très difficile qu'un fils de femme de ménage comme moi devienne polytechnicien et ait la carrière que j'ai eue. En ce qui me concerne, je pense qu'en France aujourd'hui, cette possibilité n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a une idée générale, et cette idée générale, on y reviendra, que lorsqu'on est sorti de l'ENA ou de Polytechnique intelligent, par exemple, cette intelligence vous permet de faire les carrières les plus brillantes. Je pense que cette idée-là est parfaitement ancrée à l'intérieur de tous les cerveaux français et que ça conduit aux difficultés d'avoir des carrières comme la mienne quand on n'est pas sorti de ces écoles, mais ça conduit aussi au dérèglement industriel avec des gens qui ne sont pas préparés à être industriels. Si jamais on a comme objectif de faire marcher la SNCF, il vaut mieux essayer de préparer le terrain du diagnostic avec les 160 000 personnes qui travaillent. Si on veut faire marcher les trains, on peut ne pas avoir envie de faire marcher les trains. C'est à peu près ce qu'on a, la réponse qu'on a donnée. Mais si on a envie de faire marcher les trains, il faut travailler avec les 160 000 cheminots, 130 000 plus 30 000 hors statut, et essayer de voir avec eux comment ils peuvent marcher. Je pense que lorsqu'on est patron de société, quel qu'il soit, il faut dire aux actionnaires, c'est moi ou c'est vous qui dirigez.
Bon, et donc là, je ne vois pas pourquoi on traiterait l'actionnaire État différemment d'un actionnaire privé. Il faut lui dire, vous m'avez nommé, par conséquent, c'est moi qui dirige. C'est clair que quand on prend le niveau peut-être d'un seul journaliste, on se dit, il n'y a pas une grande manipulation de sa part, il a juste modifié le prénom, peut-être qu'il a de bonnes intentions. Mais quand vous arrivez au bout de la chaîne de falsification, le problème c'est qu'au bout du compte, on vous dit l'insécurité en France n'existe pas, vous n'avez pas de preuves, il n'y a pas de chiffres, à la limite ce que vous dites est suspect, enfin vous faites le jeu de on sait qui. Donc c'est ça le problème, c'est que toute la machine mise bout à bout fait très mal finalement. Il y a une partition se coupe peu à peu de la société, s'isole dans son espèce de vision idéologique du monde qui est parfaite, de vivre ensemble qu'on n'a pas le droit de questionner. S'isole complètement des faits, des réalités et de son lectoral. C'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas faire vivre un journal juste avec des subventions et juste avec des grands financiers. Si on n'a pas d'appui public, eh ben, ça ne sert plus à rien, on n'est plus un média. Et donc il va falloir qu'ils travaillent là-dessus très vite parce qu'à mon avis, ils vont se faire rattraper par les réalités. Ces individus qui sont au centre des faits, ça va leur retomber dessus alors qu'ils sont absolument pour rien. Ils seront utilisés de toutes parts, ils seront vraiment des jouets, des marionnettes. Mais d'ailleurs, de manière assez générale, la figure de l'immigré est quand même pour moi, c'est la marionnette de toute cette bien-pensance. C'est-à-dire le clientélisme, les journalistes, bonne conscience en montrant à côté de soi un immigré. Regardez, il est gentil et moi je suis très bon avec lui. Donc en gros, moralement, il n'y a pas mieux que moi. Donc il faut voter pour moi. Finalement, c'est eux la vraie mentalité de colon. Exactement. Je trouve qu'il y a exactement cette utilisation-là, cette supériorité morale qui, moi, me frappe à chaque fois que je vois ces images. C'est très bien ce que tu as fait, mais tout le bénéfice, il est pour moi, donc c'est devant moi qu'on doit se prosterner parce que c'est moi qui reconnais qu'il a bien agi. Et le pauvre Mamadou est là, mais il est utilisé complètement par ce système. Vladimir Poutine, on parle de l'ancien KGBiste, on parle du stratège, on lui prête en plus un côté docteur Mabuse derrière les nuages qui manipule à peu près tout. D'ailleurs, dès qu'un ministre français a un chat dans la gorge ou un corps au pied, c'est la faute des Ruskov. Macron a une diplomatie du selfie. C'est-à-dire, dès qu'il a un problème avec un chef d'État, il va vers un chef d'État qui, sans être une menace directe, a un rayonnement opposé. Rappelez-vous, quand il avait eu un problème avec Angela Merkel, il était allé faire le premier selfie avec Vladimir Poutine. Bon, pourquoi pas? Mais ça ne remplace pas une stratégie. Emmanuel Macron n'a pas de stratégie et n'a pas de moyens de force pour la mettre en acte. Donc, il peut faire tous les selfies qu'il veut. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas chef d'État, parce qu'il faudrait qu'il soit un chef et qu'il ait un État. Il est gouverneur de l'Euroland France. Point. Mais malheureusement, il entre beaucoup dans ce rôle. Alors après, il fait des phrases. Bon. Oui, comme au poker, quand on n'a pas de carte, on bluffe. Bruno Le Maire va faire un bureau. Là, on est très content parce que M. Bruno Le Maire va faire un bureau pour étudier des entreprises qu'il ne peut pas toucher, parce que la vraie limite, elle est là. Si la France était souveraine, elle pourrait dire une chose très simple. La licence de Goldman Sachs sur la France a pu. Là, d'un seul coup, vous devenez un interlocuteur sérieux. Vous devenez un interlocuteur sérieux. Si vous frappez une entreprise américaine, ce que la structure même de l'Union européenne n'autorisera jamais, vu le nombre de pays qui sont des laquais et des laquais contents. Ça a posé un problème extrêmement important en Italie, d'autant plus qu'on a quand même des structures mafieuses qui existent dans le sud de l'Italie, et que l'arrivée de ces migrants et le commerce de ces migrants, parce qu'il faut bien dire ce qui se passe, c'est aussi un trafic d'humains organisés. C'est une forme d'esclavage. Eh bien, ça a donné une visibilité, une importance au réseau de la mafia, qu'il s'agit de la mafia napolitaine, de la 'ndrangheta calabraise, etc. C'est aussi un problème énorme. Et par rapport à ça, si vous voulez, l'opinion publique italienne a réagi extrêmement violemment. On est aujourd'hui dans une phase de montée de l'euroscepticisme dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est très clair. On a vu les élections en Hongrie, on a vu les élections en Autriche. Bon, c'est une espèce de mouvement en général. Il y a ces élections en Italie aujourd'hui. Et d'une certaine manière, si vous voulez, la véritable question, c'est est-ce que ces partis, est-ce que les partis qui incarnent cet euroscepticisme
sont capables de montrer d'une certaine manière la crédibilité de leur position, quelle qu'elle soit. Le problème par rapport à la politique du Front National, c'est pas sa position par rapport à l'Europe, c'est pas sa position par rapport à l'euro, c'est la crédibilité générale de sa politique. Et on le voit bien dans les propositions qui ont été faites, et en particulier qui ont été portées par le Front National au moment des élections de l'année dernière, il n'y a pas eu l'effort de construire une véritable crédibilité, c'est-à-dire, une chose c'est de dire on va sortir de l'euro. Après il faut expliquer comment, par quel processus, comment ça va se faire, quels sont les risques qu'encourent les Français, etc. C'est là-dessus, d'une certaine manière, que les Français attendaient des réponses. Ces réponses n'ont jamais été apportées. Et voilà, le best-of du Samedi Politique, c'est déjà terminé. J'espère que ça vous a plu. En attendant de vous retrouver en septembre, je vous propose de suivre TV Liberté sur tvliberté.com et également sur tous les supports des réseaux sociaux. Cela veut dire Facebook évidemment, Instagram, mais aussi Twitter, @TVL officiel. Je vous donne donc rendez-vous en septembre et vous souhaite de bonnes vacances si elles ne sont pas déjà terminées. À bientôt sur TV Liberté.